Pour analyser cette semaine politique, je retrouve notre panel d'analystes. Marc-André Leclerc, ancien chef de cabinet du conservateur Andrew Scheer, Marie Montpetit, ex-ministre libérale de la Culture du Québec, Farouk Karim, ancien attaché de presse du NPD, et on accueille pour la première fois cette semaine Gilles Duceppe, ancien chef du Bloc québécois. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Bonsoir à vous quatre. Un plaisir pour moi. Bonsoir, Esther. Bonsoir, Esther. Merci d'être là. Donc, on vient de l'entendre, les conservateurs multiplient les attaques contre le Bloc québécois, surtout sur le coût de la vie, le reproche aux bloquistes, entre autres, de ne pas s'opposer aux taxes carbone. Le Bloc a d'ailleurs voté contre leur motion cette semaine. Le Bloc dit que de toute façon, il n'y a pas de taxe carbone au Québec. Gilles Duceppe, je commence avec vous. Bon, on sait que les conservateurs montent dans les sondages au Québec. Les bloquistes, en revanche, ont perdu 7 points selon le dernier léger. Est-ce que M. Blanchette, vous pensez, n'aura pas le choix d'adapter son ton pour répondre aux conservateurs? Bien, il faut regarder l'ensemble de la situation. Je sais que dans ce sondage, là, selon mes informations, chez les francophones, c'est 35 autour de 35 pour le Bloc, 23 pour les libéraux et 20 pour les conservateurs. Cela étant dit, c'est un avertissement pour le Bloc. Le Bloc doit prendre ça au sérieux. Mais je crois que les conservateurs ont fait une erreur en attaquant si rapidement sur ce thème, parce que le Bloc pourra démolir ses arguments qui reposent sur des inexactitudes, sinon les faussetés, comme il n'y a pas de taxe carbone au Québec. En campagne électorale, ça aurait été plus difficile de défaire ces arguments parce qu'on a moins de temps et qu'il n'y a pas de confrontation directe, sauf les deux débats. Alors donc, pour moi, le Bloc a amplement le temps de revenir sur cette question. Par ailleurs, on me dit que la fameuse publicité de M. Poilievre faisant le plein d'essence aurait été faite en Ontario, là où il y a une taxe sur l'essence, et que le gérant de la station d'essence aurait refusé son paiement parce qu'il voulait le faire en bitcoins. Ouais. Marc-André Leclerc, est-ce que cette histoire de taxe Trudeau-Blanchette, c'est vraiment un sujet qui est porteur au Québec? Parce que, comme le dit Gilles Duceppe, il n'y a pas de taxe carbone, finalement, au Québec. Bien, c'est clair, Esther, que les conservateurs essaient de jouer sur un autre tableau. Là. Dans le passé, on l'a vu, les conservateurs ont beaucoup joué sur d'essayer d'être plus nationalistes que le Bloc québécois. Là. Et c'est très difficile à faire. Et les tentatives passées là, ont été vouées à l'échec. Donc, on essaie une nouvelle formule. C'est sûr que, bon, dans leur attaque, les conservateurs n'expliquent pas tout, tournent un peu des coins ronds. Ce qui fait en sorte que le Bloc, et on l'a vu dans les derniers jours, là, sont beaucoup plus proactifs, se défendent mieux sur cet enjeu-là depuis une semaine environ. Mais ça reste que c'est un défi quand même de communication. Je suis d'accord qu'ils ont du temps devant eux. Probablement, 1 an et demi, 2 ans avant la prochaine élection, on verra. Mais ils ont du temps pour pouvoir placer, eux, leur message. Mais ça demande également une explication, là, qu'il n'y a pas de taxe carbone au Québec par rapport à la réglementation sur les combustibles propres. Donc, c'est peut-être plus difficile à expliquer aux gens, même s'ils ont de la matière, puis ils peuvent exprimer leur point de vue. Mais M. Poilievre, clairement, il essaie un nouveau champ de bataille. Et ce qu'on voit dans les derniers sondages, ça semble lui profiter. Est-ce que c'est un regain suite au Congrès ou vraiment des attaques plus moussées des conservateurs envers le Bloc? Bien ça, les prochains sondages vont pouvoir nous le dire. Oui, c'est ça, parce que, Marie, on se rappelle, Yves-François Blanchette avait dit au moment de la rentrée parlementaire qu'il voulait être l'adulte dans la pièce. Est-ce que vous pensez justement, il va devoir ajuster son ton devant la montée des conservateurs au Québec? Son ton, pas nécessairement. Ses messages, certainement aussi. Là, on le sent qu'il est beaucoup sur la défensive. Tu le mentionnais d'entrée de jeu, là, sur la perte de 7 points dans le dernier sondage léger qui certainement qu'il n'a pas apprécié. Là. Est-ce que c'est pour ça qu'il est un petit peu plus combatif, un peu plus sur la défense? Et oui, il y a du temps, mais je pense que Yves-François Blanchet et le Bloc québécois, certainement, c'est une lumière orange foncé là, qui apparaît sur le radar en voyant les conservateurs comme ça gruger dans leur lunch. Puis il faut pas perdre de vue que le Bloc québécois, ça demeure pour beaucoup d'électeurs québécois une certaine valeur refuge. Là, quand ils suivent un petit peu moins ce qui se passe à Ottawa, quand il y a un peu moins de deux partis qui s'opposent, bon, ben, il y a un retour vers le Bloc québécois. Est-ce que le glissement qui se fait vers le Parti conservateur, c'est le fait que M. Poilievre, justement, touche beaucoup de priorités des Québécois, des Canadiens, c'est-à-dire le coût de la vie, l'inflation. Il martèle quand même des priorités qui sont identifiées dans la plupart des sondages qui sont faits tant au provincial qu'au national.
Ouais. Farouk, orange foncé pour le Bloc? Oui, certainement. Les conservateurs ne prennent pas seulement chez le Bloc, ils prennent dans tous les partis politiques à travers le pays. Mais pour le Bloc québécois, je crois que ce que les conservateurs font, c'est une technique en deux temps. Le premier temps, c'est associer M. Blanchet à une marque impopulaire qui est M. Trudeau, et donc dire que le coût de la vie et l'inflation, c'est à cause de M. Trudeau, et M. Blanchet est associé à M. Trudeau. Ils font l'équivalent dans le reste du pays avec M. Singh et M. Trudeau. C'est l'équivalent. Donc ça, c'est le premier temps. Et le deuxième temps, et c'est là que je crois que l'argument des conservateurs le plus porteur est celui-ci, c'est que nous sommes les seuls qui peuvent remplacer Trudeau. C'est ça qu'ils vont dire ultimement aux Québécois, que le Bloc, et M. Duceppe le sait très bien, c'était à chaque élection, il devait toujours défendre la pertinence du Bloc. Et qu'ils peuvent pas changer les choses à Ottawa. Et je crois que ultimement, ça va être ça l'argument principal des conservateurs pour les Québécois, c'est que le Bloc ne peut rien faire et nous, on peut remplacer Trudeau. Ouais. Parlant de M. Trudeau, je veux vous amener sur la rentrée des libéraux. On va faire un petit bilan puisque le Parlement va faire une pause la semaine prochaine. Bon, il y a eu l'affaire Rota, les baisses d'intention de vote pour les troupes de Justin Trudeau au pays, partout au pays en fait. Marie, est-ce qu'on peut dire que tous les voyants sont au rouge pour les libéraux fédéraux actuellement? Ah, je pense que certainement. En tout cas, on peut pas dire que le Parti libéral du Canada, à l'heure actuelle, a le contrôle. Puis on sent un premier ministre, M. Trudeau, qui est bien en selle, qui contrôle ses messages, qui contrôle ses dossiers. Juste l'affaire Rota, justement, qu'il y a eu dans les dernières semaines, a été beaucoup à l'image, je trouve, des derniers mois, c'est-à-dire un temps d'action qui est très long, un temps de réaction qui est très lent de la part du premier ministre. Donc, il était sorti de son caucus précessionnel à la fin du mois d'août avec certaines annonces sur justement l'inflation, le coût de la vie, d'enlever la TPS sur les matériaux de construction, mais tout ça a été un peu oublié par ce qui s'est passé de l'affaire Rota notamment. Et là, bon, il y a M. Champagne qui a pris pas mal de place dans les derniers jours, qui se réjouit de voir des spéciaux dans les circulaires, mais ça aussi, bon, ça reste... Son enthousiasme est un peu modéré par les différents experts qui disent qu'il essaie un peu de s'approprier des spéciaux qui ont toujours été là de toute façon. Là. Ouais. Donc, il vend peut-être un peu, il met la charrue un peu avant les bœufs, mais je pense qu'il y a personne, il n'y a pas un électeur à l'heure actuelle qui se dit on a un premier ministre, Trudeau, qui est bien, tu sais, qui a le couteau entre les dents, qui est bien en selle, qui est en train de gérer, qui a une bonne gouvernance. Donc, certainement, on voit pas qu'ils sont en train de se ressaisir. Oui. Farouk, justement, est-ce que M. Trudeau peut faire quelque chose pour tenter de renverser cette tendance? Oui, certainement. L'avantage de M. Trudeau, c'est qu'il y a juste un parti politique qui veut des élections en ce moment. Donc, il n'y aura pas d'élections. Fait qu'il y a un peu de temps pour remonter. Il va sûrement avoir une mise à jour économique. Il y a un budget qui s'en vient au printemps prochain. Donc, il y a des mesures qui peuvent se mettre en place pour rassurer la population. Mais il y a une chose que les libéraux doivent arrêter de faire. C'est ce que j'appelle les effets de toge. Faire de grandes promesses, de grandes rencontres. On convoque les PDG des épiceries, on fait ceci, cela, et en bout de ligne, on accouche d'une souris. Moi, j'aimerais ça bien de mettre M. François-Philippe Champagne contre ma mère, qui suit les circulaires depuis maintenant 40 ans à chaque semaine, et je peux vous garantir qu'elle peut vous dire que ce que M. François-Philippe Champagne dit aujourd'hui, ben, ça n'a pas d'allure. Ouais. Gilles Duceppe, pour revenir à la rentrée, bon, il y a eu plusieurs controverses à l'international. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Il y a eu évidemment l'affaire Rota qui a fait le tour du monde. Maintenant, il y a la crise diplomatique avec l'Inde qui prend de l'ampleur encore. Est-ce que vous avez déjà vu une rentrée aussi marquée par les affaires étrangères? En 2003, parce que là, c'était tout le débat sur la participation à la guerre en Irak déclenchée par George W. Bush. Et le Canada avait refusé d'y participer. Donc, c'était des débats très animés en Chambre parce que les conservateurs à l'époque étaient pour. Le NPD, le Bloc et les libéraux étaient contre. Et le Bloc, à cette époque, réunissait les ambassadeurs, invitait 2 fois là les ambassadeurs de tous les pays. Il venait en moyenne 50 pays à chacune de ces rencontres tenues à huis clos. Moi, je présidais. Et quand on a eu cette rencontre, pendant le débat de la guerre sur l'Irak, c'était quelque chose de voir l'ambassadeur américain et l'ambassadeur français s'affronter. Donc, c'était à huis clos, mais je l'ai vécu. Et en Chambre, c'était également des débats je dirais, de qualité, là, où il y avait eu des débats de fond sur la participation ou non à la guerre en Irak. Et ça avait vraiment, je pense, pris toute l'importance que les affaires étrangères doivent prendre
dans tout pays, quoi. Oui, ça nous ramène effectivement à l'époque. Marc-André, vous prévoyez quels effets à long terme de toutes ces controverses actuelles sur le gouvernement Trudeau? Ben, ça fait mal à M. Trudeau. Hein. Il a fait un remaniement ministériel au cours de l'été, justement, pour essayer de brasser un petit peu la soupe. On voit bien que ça n'a pas bougé dans les intentions de vote de façon favorablement pour lui. Ça l'a vraiment endommagé. Et là, il y a moins de cartouches, là. Il y a moins d'outils dans son sac à dos présentement pour essayer de relancer. Parce que le grand défi là, pour un premier ministre comme M. Trudeau, après 8-9 ans au pouvoir, c'est de montrer qu'on est capable de se réinventer. Là. Mais malheureusement, il essaie de donner un second souffle à son gouvernement. C'est normal. Les autres premiers ministres canadiens l'ont vécu. Mais là, rapidement, l'effet n'a pas été senti, a été stoppé. Donc, clairement, ce qui le guette, c'est vraiment de voir est-ce que la grogne là, va s'emparer. On a vu John Manley, par exemple, faire une sortie dernièrement demandant sa démission, son départ. Est-ce que ça va s'accentuer parce qu'un jour ou l'autre, on va s'approcher d'une élection générale? Là, parce qu'à un moment donné, au pire, on va se rendre au terme du 4 ans. Donc, ça va être surveillé dans les troupes du Parti libéral. Oui, le temps file. Je veux vous entendre sur cette première historique à la Chambre des communes. Le premier président noir à être élu, président de la Chambre des communes. Marie, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette élection de Greg Fergus? Ben, comme tu le mentionnes, certainement, c'est sûr que c'est intéressant de voir cette première historique d'un Canadien noir à la tête à la présidence de la Chambre des communes. Ça valait le coup d'être souligné. C'était quand même, puis je suis très curieuse d'entendre les collègues, mais pour en avoir discuté avec beaucoup d'analystes avant l'élection, moi, deux choses qui m'ont quand même surprise là-dedans. On aurait pu penser que ça aurait été un président, un député d'un des partis de l'opposition qui aurait pu prendre la place de la présidence. Et que ça aurait pu être aussi beaucoup plus long. Ça s'est fait très, très, très rapidement là, dans la... J'aurais pensé que le processus aurait pu être plus long compte tenu de la longue liste de candidats qu'il y avait également. Mais je me disais que peut-être, que ce soit conservateur, NPD, quoi que ça aurait été difficile de rallier tout le monde autour d'un même candidat de l'opposition. Mais il y avait une stratégie électorale qui n'était pas inintéressante à travers ça. Oui, il faut aller un petit peu plus vite. Greg Fergus a donc le mandat de ramener un ton plus respectueux aux communes. Marc-André, est-ce que c'est mission impossible pour lui, vous pensez? C'est un gros défi, là, c'est sûr et certain. Je pense que M. Fergus part avec de bonnes intentions. Il a exprimé lors du vote cette semaine, mais également, ça va prendre de la collaboration de l'ensemble des partis. Mais à l'aube d'une élection générale, un jour ou l'autre, ça va être difficile. Oui. Gilles Duceppe, je fais encore appel à votre sens de l'histoire. Est-ce que le climat est plus toxique que lorsque vous étiez à la Chambre des communes? Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que oui. Les réseaux sociaux ont sûrement joué dans ça, mais plus que ça, je crois que c'est l'attitude très populiste, Pierre Poilievre. Le populisme, c'est d'avoir des réponses simplistes à des problèmes complexes. Alors, quelqu'un comme Stephen Harper, je ne partageais pas le même avis que M. Harper, mais était très cohérent, très discipliné, ce qui n'est pas le cas des conservateurs actuellement. Et ça, je pense que les gens peuvent se questionner sur l'attitude qu'ont les conservateurs et se dire est-ce que ces gens peuvent bien me représenter ou si on vire à la bouffonnerie trop souvent. Oui. Et qu'est-ce que vous avez pensé de l'élection de Greg Fergus? C'est historique quand même. Mais moi, je pense que c'est très bien. Monsieur Fergus fait partie d'une minorité, parle très bien français, très bien anglais, va sans dire. Or, ça, je pense que c'est une excellente chose. Farouk, je vous laisse le mot de la fin. Oui, Greg Fergus, c'est mon député. Je le connais aussi bien, même s'il était dans le Parti libéral. Sur la scène municipale, on a des convergences aussi. C'est un très chic type. Fait que il n'y a pas de meilleure personne pour devenir président. C'est un beau symbole aussi, évidemment, un message que s'envoie aux Canadiens. Et puis, bonne chance à M. Fergus. C'était un peu le sens du message qu'il m'a lancé cette semaine, que c'est un exemple pour les Canadiens, effectivement. Marie Montpetit, Marc-André Leclerc, Gilles Duceppe et Farouk Karim, merci beaucoup. On se retrouve au retour de la Chambre des communes dans 2 semaines. Merci, au revoir. Au revoir.